Mesdames et messieurs, je suis très heureuse de vous retrouver ici sur Africable, la chaîne du continent, pour un nouveau numéro de votre émission Instant Diaspora. Aujourd'hui, on s'intéresse à la francophonie. Allez, c'est parti pour un entretien France 24 de Louise Mouchikewabo, secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie. Allez, on regarde et puis on revient. Vous êtes aux commandes de la francophonie et avez pour mission de défendre et de promouvoir la langue de Molière depuis janvier 2019. Quels sont les défis auxquels fait face la francophonie aujourd'hui avec la crise actuelle que nous traversons, cette crise liée au coronavirus ? Alors, la francophonie, qui est une organisation multilatérale, intergouvernementale, fait face aux mêmes défis que ce genre d'organisation qui regroupe beaucoup de pays avec des règles bien précises. Toutes ces organisations aujourd'hui essayent de vraiment calibrer le travail qu'elles doivent faire. Et en même temps, moi j'ai reçu comme mandat des chefs d'État de notre organisation de moderniser l'organisation et puis aussi de donner plus d'influence sur le plan international et de focaliser nos programmes. Et donc, c'est... Vous donnez plus d'influence, quelles sont vos priorités, vos ambitions ? Alors, par exemple, dans le travail politique de la francophonie, qui est un des volets de notre intervention dans nos pays, nous avons plusieurs pays qui sont en crise du point de vue constitutionnel. Nous avons aujourd'hui le Liban et le Mali qui sont deux pays très importants, le Liban étant notre porte-flambeau dans la région du Moyen-Orient, où d'ailleurs nous allons ouvrir un bureau régional en 2021. Et le Mali, qui est un grand pays de la région du Sahel, une région qui nous occupe et nous préoccupe déjà depuis quelque temps. Et donc, ce travail-là demande à la francophonie d'être présente, de pouvoir impulser des changements sur le plan politique. C'est ce que nous faisons. Quelles sont les actions concrètes que vous menez dans ces deux pays ? Alors, au Mali, par exemple, aujourd'hui, nous sommes en accompagnement de la situation politique qui est aujourd'hui une période de transition. Vous faites de la diplomatie entre les différents partis ? On fait de la diplomatie. J'ai nommé un envoyé spécial, un ancien ministre des Affaires étrangères du Sénégal qui connaît bien la région, pour suivre sur place, pour donner des conseils et éventuellement, comme le fait l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF, éventuellement nous impliquer aussi dans l'exercice électoral. Nous avons, pendant plusieurs années, été sollicités par nos États pour notamment la création, la mise en place de fichiers électoraux fiables. Donc, le moment venu, nous comptons être invités par le Mali pour pouvoir apporter notre expertise. C'est un travail que nous faisons. Et en même temps, donc le Mali faisant partie de cette zone du Sahel qui souffre depuis plusieurs années de problèmes sécuritaires, de problèmes climatiques, de conflits intercommunautaires, nous allons lancer une radio pour la jeunesse du Sahel, une radio de la francophonie pour la jeunesse du Sahel. Et l'idée, c'est de créer une plateforme pour les jeunes de la région qui partagent les mêmes défis, qui ont peut-être les mêmes ambitions, et de leur donner donc cet endroit d'échange. Par là même de promouvoir le français ? Absolument, mais nous comptons pour cette radio aller au-delà de la langue française, aussi d'autres langues parlées dans la région, 3 ou 4 langues, y compris donc le français, l'arabe et certaines des langues qui sont parlées dans plus d'un pays. Donc, et c'est un grand projet. La richesse des langues locales et historiques. Tout à fait. Et concernant le Liban, quelles sont les actions que vous menez au Liban ? Alors au Liban, la francophonie vient de lancer un fonds de la francophonie pour les femmes de notre région, surtout les femmes du continent africain et des Caraïbes. Et le Liban est un pays récemment
où la crise a pris des proportions assez alarmantes et nous avons décidé de doter au sein de ce fonds pour les femmes la composante libanaise d'une initiative et d'un budget spécial pour soutenir les femmes qui auront perdu leurs moyens de survie. Et qu'est-ce que vous pensez de l'immobilisme des dirigeants politiques libanais? Alors, le Liban souffre d'une crise politique qui dure depuis quelques années, qui est due en fait au manque d'entente, de cohérence des acteurs politiques. Et cette crise est devenue et a tourné en une crise économique accrue. Crise sociétale également. Crise sociétale aujourd'hui, on le voit avec... Mais qu'est-ce que vous préconisez pour que la situation change enfin au niveau politique? Vous savez, nos organisations, notre action est très limitée. Le monde multilatéral est là pour soutenir les États et quand les crises sont vraiment internes, il faut surtout que les acteurs eux-mêmes au niveau des États puissent avancer des solutions et nous, on vient en soutien. Il est presque impossible, je dirais, pour une organisation internationale comme la nôtre, basée à Paris, ou les Nations Unies, basées à New York, de venir dans le pays, disons le Liban aujourd'hui, et d'apporter des solutions toutes faites. Nous, ce que nous faisons surtout, c'est de rester tout près et des populations et des dirigeants pour essayer de leur prodiguer des conseils parce que la politique reste surtout une affaire interne. Donc nous sommes là pour suggérer certaines voies à suivre, mais principalement les changements, surtout politiques, doivent venir des États eux-mêmes. Et dans le reste du monde, quelles sont les autres activités que mène l'OIF pour promouvoir la paix et la sécurité? Alors, nous travaillons notamment avec les Nations Unies sur des questions de maintien de la paix, sur deux aspects avec les Nations Unies. Tout d'abord, l'enseignement du français pour des troupes de pays non francophones qui opèrent sur des théâtres francophones. Plusieurs pays africains aujourd'hui du monde francophone bénéficient de troupes qui ne sont pas nécessairement des troupes qui parlent français. Donc nous faisons la formation des troupes de maintien de la paix et aussi l'adaptation culturelle, puisque des francophones qui n'ont pas pu s'ouvrir au monde, qui reçoivent des troupes qui viennent d'autres régions, d'autres pays, d'autres continents, si on ne rapproche pas les deux et qu'on fasse une sorte d'éducation culturelle, les missions risquent de ne pas mener au succès. Alors et plus spécifiquement concernant la langue française, les prévisions estiment qu'il y aura en 2050 près de 700 millions de locuteurs français, à condition que la langue française et son apprentissage ne régressent pas. Est-ce que vous y croyez, vous, à ces prévisions? Alors moi, je reste très vigilante sur ces statistiques qui viennent surtout de notre Observatoire de la langue française. Nous publions le dernier rapport date de 2018. Nous sommes aujourd'hui 300 millions de locuteurs de français. Nous avons beaucoup de pays membres où la langue française existe, mais oui, pas assez pour... voilà, notamment en Afrique, dans les pays du Golfe, en Asie, où on se rend compte même que la langue française régresse. Et donc... je suis heureuse de voir ces prévisions statistiques, mais il faudra vraiment beaucoup de travail, puisque aujourd'hui, la langue française évolue côte à côte avec l'anglais, qui est une langue qui est devenue la lingua franca du monde. Dans beaucoup de pays du Sud, l'Afrique qui est mon continent, beaucoup de pays émergents viennent avec leur langue, le turc, le chinois, dans nos pays de l'Afrique du Nord, l'arabe. Et donc, il faudra vraiment qu'on se focalise sur l'enseignement du français et en français pour pouvoir arriver aux 700 millions dont on parle aujourd'hui. Mais la démographie africaine qui galope aujourd'hui
Et la raison derrière ces prévisions de locuteurs de français des pays tels que la République démocratique du Congo aujourd'hui. C'est un grand pays francophone. D'ailleurs, je pense que la capitale de la RDC, Kinshasa, est la ville la plus francophone du monde, avant même Paris. Et donc, cette région africaine de la francophonie, qui n'est qu'une composante de notre organisation, et la région qui va, d'après donc les calculs et les projections aujourd'hui, générer ces 700 millions de locuteurs, mais il faudra qu'on fasse des efforts supplémentaires et qu'on reste très vigilant pour ne pas perdre du terrain. Il nous reste très peu de temps. Je le rappelle pour nos téléspectateurs, vous êtes né au Rwanda. La plupart des membres de votre famille ont été tués lors du génocide de 1994. La France a validé la remise de Félicien Kabuga, considéré comme le financier du génocide, à la justice internationale. Quelle est votre réaction ? Alors, effectivement, étant rwandaise, mais aussi dans mes fonctions de secrétaire générale de la francophonie, je ne peux que me réjouir du fait que ce financier du génocide ait été arrêté en France. Mais je me pose aussi des questions. Comment cet homme a pu échapper à la justice internationale pendant toutes ces années? Combien de temps il était en France? Qui l'a aidé à s'installer en France? Comment est-ce qu'il a pu se cacher ou rester loin de la vigilance de la justice pendant toutes ces années? Mais de toute façon, c'est une bonne chose. Merci Louise Mushikiwabo. Allez, on continue avec la francophonie économique. Aujourd'hui, on aura le plaisir d'avoir une invitée spéciale, une femme d'action. Allez, c'est parti, on l'accueille. Mesdames et messieurs, vous êtes toujours sur Africable, la chaîne du continent, pour votre émission Instant Diaspora. Le moment est arrivé d'accueillir notre invitée du jour. Elle s'appelle Mireille Mouélé. C'est une personnalité reconnue en Europe comme en Afrique, une femme aux multiples casquettes et qui excelle dans tout ce qu'elle entreprend. Considérée comme un véritable modèle, elle n'hésite pas à partager, à accompagner pour une ascension partagée. Madame Mouélé, bienvenue à vous encore une fois. Grand plaisir est pour nous de vous avoir ici sur Africable. Alors pour tous les téléspectateurs, on va décortiquer votre CV. C'est très important pour comprendre pourquoi vous faites ce que vous faites. Alors Mireille Mouélé, vous êtes une grande professionnelle. Vous avez plus de 20 ans dans le commerce international, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. J'ai commencé dans le salariat pour des multinationales à la fois françaises et internationale, en commerce international pour la zone EMEA, donc la zone Middle East Africa, avec un portefeuille de grands clients. Et j'ai terminé ma carrière de salariat dans la pétrochimie. Depuis 3 ans, j'ai fait une création d'entreprise en relations publiques, en relations institutionnelles et en recherche de tout type de financement, fonds, equity, pour les porteurs de projets et surtout pour le développement des projets, parce que les entrepreneurs oublient cet angle-là, que dans leur projet, il n'y a pas que la mise en exploitation du projet, mais il faut également d'ores et déjà penser au développement, parce que c'est la lancée de l'entreprise et c'est la survie de l'entreprise. Mireille Mouélé, c'est aussi une femme politique dans tous les sens du terme. Oui, alors le premier sens de politique, eh bien, c'est organiser la cité. Mais effectivement, je me retrouve en politique sociale, en politique partisane, mais surtout en politique partisane parce que c'est ce qui m'a fait connaître du grand public, où j'ai été en responsabilité dans un des plus grands partis politiques français et où j'ai été cadre et ma responsabilité et mon mandat de 4 ans a été de permettre à des personnes biculturelles, binationales, de devenir pour la première fois ou par renouvellement des élus de la République à tous les niveaux des collectivités territoriales, donc de proximité comme institutionnelle, donc de conseiller municipal jusqu'à conseiller régional, départemental et consorts. Et je me suis occupée aussi et surtout parce que en partisanerie, quand vous avez une élection nationale, les gens disent que voilà, tel taux de pourcentage, c'est les jeunes ou la population qui n'a pas voté. Non, moi je le dis et je l'affirme, il y a un delta qui n'a jamais été comptabilisé et exploité à bon escient,
ce sont les personnes binationales qui sont nées ou qui vivent dans les circonscriptions établies hors de France, donc hors de métropole, qui sont inscrites au consulat de France et qui ne vont pas voter au consulat de France pour des élections nationales métropolitaines. Donc, je me suis aussi également occupée de ces personnes-là. Alors, Mireille Moallé, c'est aussi la présidente fondatrice du Conseil international représentatif des biculturels francophones et francophiles. En quoi cela consiste exactement? Alors, le slogan, c'est catalyseur des talents d'excellence francophones et francophiles. Aujourd'hui, cette organisation, à la fois dans sa forme et dans son fond, est la seule organisation qui existe ainsi dans le monde. Je ne dis pas par prétention, mais je dis parce que une enquête a été faite. Je l'ai conduite aux Nations Unies en 2019 lors de l'Assemblée générale où elle a cité francophone et francophile, parce que déjà, ne serait-ce que le mot francophone et francophonie, il n'existe qu'une organisation, c'est l'OIF. Et la francophonie, aujourd'hui, de partout dans le monde, elle n'est même pas enseignée dans le cycle de la primaire, ce qui est navrant, parce que les petits Français, les jeunes Français, ne savent même pas qu'ils sont franco-français. Donc, ils sont francophones et français à la fois. Mais il y a aussi la francophilie. Je prends un exemple sur la France. Vous avez en Île-de-France plus précisément, vous avez des zones dans Paris, où par exemple dans le 13e, j'aime toujours prendre cet exemple, dans le 13e, il y a une partie du 13e qui est fortement habitée par une communauté asiatique. Cette communauté asiatique, ça dépend de quel pan on se trouve. L'une d'entre elles, du côté de la mairie du 13e, c'est surtout la communauté chinoise. Mais si vous allez du côté de Porte de Choisy, c'est surtout la communauté indo-chinoise. Mais l'une comme l'autre, c'est surtout la troisième génération qui est ici, donc les enfants de diaspora, de la communauté asiatique, qui sont nés en France, qui vivent en France, qui parlent en France, qui ont étudié en France et qui sont devenus des capitaines d'industrie en France. Donc, le français est devenu leur langue native, mais ça n'est pas leur langue institutionnelle, ça n'est pas une langue d'État chez eux en Asie. Et c'est comme ça qu'ils opèrent en Afrique sous la forme du colonialisme linguistique économique. Mireille Moallé, c'est aussi des centres d'intérêt et d'action tels que l'autonomisation de la femme, l'éducation, la jeunesse, entre autres. Oui, Assatou, je suis très engagée sur l'entrepreneuriat de la femme parce qu'elle oublie qu'elle est chef d'entreprise née. Donc, je fais beaucoup de conférences, je fais beaucoup de déplacements, je suis beaucoup invitée. Et là, je suis probablement en train de constituer un groupe, un comité pour pouvoir former ces femmes en Afrique, parce que ça m'a été demandé à plusieurs reprises et pas plus tard qu'hier, former au niveau linguistique, donc sur les bases des éléments de langage en commerce dans le langage francophone, à leur donner les rudiments de ce que c'est que commercer, mais pas un commerce bien structuré et organisé. C'est une question aussi de posture. Donc, tout ça fait partie d'un programme que le Conseil international représentatif des biculturels francophones et francophiles que je dirige, c'est un programme qu'il porte au niveau des institutions, des organisations mondiales et internationales et au niveau des États, dont entre autres au niveau de l'Union africaine. Parlons maintenant d'un sujet qui vous tient très à cœur, à savoir la francophonie économique. Les 24 et 25 août prochains aura lieu l'université d'été du MEDEF, à savoir le patronat français. Et l'un des grands thèmes abordés sera la francophonie économique, thème qui aurait été suggéré par Macky Sall, donc le président du Sénégal, il y a quelques mois, disant que malgré les liens qui nous unissent, on ne fait pas assez de business ensemble. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Mireille Moallé? J'abonde totalement dans les propos du président Macky Sall, et c'est ce que je disais juste un petit peu avant, dans la mesure où je disais que le concept de francophonie n'est même pas connu en France et n'est pas enseigné à l'école, ne serait-ce qu'au premier cycle. Jusqu'à présent, la francophonie était abordée que sur le segment culturel, mais depuis l'élection de la nouvelle secrétaire générale, son Excellence Louise Mushikiwabo,
sa feuille de route est de faire un mandat sur une francophonie économique. Dans la mesure où, en 2050, nous aurons explosé la démographie en Afrique francophone, il est intéressant, et par le fait que cette démographie, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la 6e région, les enfants de diaspora qui sont à l'extérieur du continent et qui veulent retourner sur le continent, en étant entrepreneurs. Ils osent aujourd'hui tous quitter leur emploi, quel que soit leur niveau, même s'ils sont au cadre, même s'ils sont déjà chefs d'entreprise, pour se lancer en Afrique. Donc, effectivement, il faut, la francophonie, ça n'est pas une langue seulement audible, ce sont des moyens de communication. Donc, ça peut être la finance, ça peut être l'informatique, c'est tout corps de métier. Et comment savoir commercer, comment savoir faire de l'argent. Et ça fait aussi partie de cette jeunesse qui est ce qu'on appelle les IDE, les investissements directs étrangers, qui correspondent au transfert d'argent. Aujourd'hui, cette jeunesse ne veut plus seulement être soutien de famille et faire des transferts d'argent chez les grands opérateurs connus. Elle veut aujourd'hui installer son entreprise et se lancer en Afrique alors qu'elle ne connaît pas l'environnement, le climat des affaires en Afrique. Et effectivement, le côté francophone a plus d'opportunités que le côté anglophone, déjà au niveau de la terre, des ressources naturelles. Et moi, c'est ça que je prône au sein du CIRB2F, donc l'ONG que je promeux, et dans le cadre de mon activité, de ma société qui est Mireille Mollet Groupe Conseil. C'est de faire ce maillage dans le cadre de coopération bilatérale ou multilatérale, et de vulgariser la politique. Vous avez cité là juste avant le MEDEF. Le MEDEF est un patronat très élevé, donc je ne suis pas certain que les entrepreneurs ou auto-entrepreneurs de notre jeunesse, de notre diaspora, est capable de payer des tickets d'adhésion au MEDEF. Aujourd'hui, tous, en tout cas, pour un grand nombre. Et moi, je vulgarise la politique institutionnelle au niveau de la société civile et au niveau de ces entrepreneurs qui émergent aujourd'hui et qui iront d'ici quelques jours, quelques semaines à cet événement organisé par le MEDEF. Et comme je suis sur l'espace francophone et francophile, j'ai ces capacités de pouvoir leur dire aussi comment naviguer, vers qui s'exprimer, comment poser leur dossier, comment se présenter, et de pouvoir aussi aller chercher les fonds, les capitaux, là où ils sont, parce que beaucoup de ces grandes organisations sont toutes des organisations constituées d'États membres qui payent des contributions. Ces contributions sont à la disposition de ces représentants, donc les ressortissants ou les locuteurs de la langue, mais très peu le savent, ne vont pas aller chercher ces listes d'argent qui, après, à échéance, les fonds sont perdus. Merci beaucoup Mireille Mollet pour cette mine d'informations que vous nous donnez aujourd'hui. Et quoi qu'il en soit, c'est votre quotidien de savoir d'informer donc les entrepreneurs francophones, africains aussi francophones qui souhaitent entreprendre dans de très bonnes conditions. Voilà les informations qu'il faut absolument se saisir pour pouvoir avancer correctement. Maintenant, revenons sur la francophonie économique. C'est vrai qu'aujourd'hui, le MEDEF l'a mis en thème principal de son université d'été. C'est bien beau, mais finalement, à qui profite? On sait que le continent africain est la zone géographique la plus dynamique de la francophonie en termes de démographie et de croissance, mais qui en profite vraiment? Est-ce que finalement, c'est pas les grosses entreprises françaises qui vont plus en profiter que les entreprises africaines francophones? Non et oui. Non, parce que la jeunesse francophone entrepreneuriale n'en profite pas parce qu'elle n'a pas connaissance de ces fonds qui lui sont disponibles directement. Oui, les grandes organisations comme le MEDEF et autres en profitent parce que ce sont des grandes organisations connectées à d'autres organisations et qui vont demander des fonds, par exemple, à la Banque centrale européenne. En sachant que la Banque centrale européenne, comme son nom l'indique, c'est la banque de l'Union européenne. Et en tant qu'entrepreneur, puisque c'est aussi une organisation constituée d'États membres qui payent des contributions, chaque pays paye des contributions
pour ses ressortissants, ses concitoyens. Vous, en tant que simple citoyen, vous pouvez aussi demander directement, sans passer par une banque, sans passer par une collectivité territoriale et sans passer par une organisation patronale. Mais ça, il faut le savoir. Moi, je le sais, donc je vulgarise cette politique, je donne accès à ces informations et je sais comment monter les dossiers avec mes différents partenaires. À partir de l'instant où vous n'êtes pas adhérent de cette organisation, vous auriez peu d'écoute et surtout s'ils ne savent pas vous identifier. Donc, si vous êtes monsieur tout le monde, ils ne vont pas s'arrêter non plus. C'est tout un écosystème des affaires qu'il faut connaître. Il y a aussi une acculturation qu'il faut changer parce que le tout, c'est pas de suivre et de dire moi, je vais apprendre ci, grande sœur, montre-moi, emmène-moi et tout. Il y a d'abord tout un changement qu'il faut faire en vous. C'est ce qu'on appelle intrapreneuriat, parce que la langue française a ses synonymes et ses antonymes. Il est entreprendre, dit faire quelque chose vers l'extérieur, oser, mais intraprendre, c'est son intériorité et son développement personnel de manière à pouvoir devenir entrepreneur. Parce que si vous avez un bon projet, mais que le porteur du projet ne correspond pas, ça ne peut pas aller. Il y a des codes aussi culturels. Et ça, on l'apprend dans le monde des affaires, on l'apprend quand on travaille dans des grandes entreprises. Je prends l'exemple du Japon. Si on vous donne un rendez-vous à 14h, maximum, vous devez être là à 13h53. Vous êtes là à 13h54, vous perdez le contrat. C'est fini, il ne vous reçoit plus. L'interculturalité et l'interopérabilité, ce sont deux mots qui sont utilisés à l'école de guerre, à l'école militaire. Je prends un exemple, par exemple pour le Mali qui me vient tout de suite à l'esprit, l'opération Barkhane, à l'exemple. Comment voulez-vous que les troupes militaires s'installent dans une zone s'ils n'ont pas étudié, fait une étude comportementale de la communauté qui se situe sur cette zone pour pouvoir être tolérés, je ne veux pas dire acceptés, mais pour pouvoir être tolérés, pour pouvoir les approcher et pour pouvoir faire le travail, ce pourquoi ils ont été envoyés là-bas. Et c'est pour ça que vous aviez raison de dire tout à l'heure que je fais beaucoup de politique, mais et comme je l'ai précisé, toute forme de politique. Très bien, Mireille Mouélé, merci pour ces éléments de réponse très clairs. Alors, vous l'avez dit, non et oui, l'Afrique pourra profiter, entre guillemets, de cette augmentation de liens, de relations entre les pays francophones. Mais d'abord, il faut se préparer, il faut s'armer, il faut connaître, il faut comprendre, et puis ça ira mieux pour tout le monde. Maintenant, parlons de la femme africaine. C'est très important pour vous, femme africaine championne du monde de l'entrepreneuriat. Selon une étude, 1/4 des femmes africaines en âge de travailler sont des entrepreneurs et sont, d'après les experts, à l'origine de 65% de la richesse du continent. Ça ne vous étonne pas, vous le savez depuis déjà très longtemps, et vous participez à ce que cela augmente rapidement. Oui, je suis totalement d'accord avec ce que vous venez de dire, mais moi, mes statistiques sont un petit peu nuancées et autrement. La femme africaine oublie qu'elle est entrepreneur née. Elle est entrepreneur née parce que le cycle scolaire s'arrête au premier cycle, parce qu'elle est soutien de famille sur le plan alimentaire. Elle cuisine, on l'apprend à cuisiner à partir de l'âge de 6 ans. Et quand elle se met en ménage, c'est aussi ce qu'elle continue à faire. Donc, son entreprise, sa première entreprise qui est informelle, c'est sa cuisine. Et c'est comme ça que quand il manque de revenus, elle sort et elle met des échoppes informelles et qu'elle vend à la sommette. Vous avez choisi donc bien sûr l'art culinaire, la gastronomie, la cuisine, parce que finalement sur le continent africain c'est un petit peu le rendez-vous des femmes. Toutes les femmes, peu importe leur niveau d'éducation entre guillemets, ont déjà mis un pied dans la cuisine. En tout cas, on se talent entre guillemets bien sûr culinaire, donc c'est plus simple de commencer par ce secteur d'activité qui va toucher une très grande majorité des femmes, mais bien sûr la femme africaine, elle entreprend dans différents secteurs d'activité, dans différents domaines, et c'est ce qui est bien. Et aujourd'hui, même les investisseurs étrangers l'ont bien compris,
regardent vraiment l'Afrique avec de gros yeux pour savoir quels seront les secteurs d'activité dans lesquels ils vont devoir investir pour pouvoir soutenir l'économie. Et il faut savoir que c'est clair que la femme est championne de l'entrepreneuriat sur le continent africain, mais il y a quand même des grosses problématiques, des gros freins, à savoir qui sont très handicapants, tels que le manque de financement, l'accès au financement et bien sûr l'accès à l'éducation. C'est ce qui fait que souvent elles sont cantonnées dans des petites entreprises, dans des très petites entreprises, et c'est problématique. Oui, j'ai parlé de la femme dans le secteur de la gastronomie et l'hôtellerie, mais ça n'est pas un secteur exclusif. La femme, elle commerce dans tout, parce que c'est une question de survie, parce qu'elle doit surseoir aux besoins du foyer en complémentarité des revenus de son conjoint, si tant est qu'elle est un conjoint, ou parce qu'elle est famille monoparentale. Mais la femme, elle commerce surtout. Les handicaps de la femme, c'est qu'elle est genrée. Mais il y a des femmes qui sont entrepreneurs salariés, mais qui sont salariées aussi. Et il y a déjà ce handicap, quand elles sont salariées, cette différence de salaire. Moi, je pose toujours la question, mais qui a décrété qu'il devait y avoir une différence de salaire? La femme, elle est aussi dans la mécanique, mais la femme, elle est aussi dans les sciences. Les sciences, c'est les femmes qui sont astronautes, ce sont les femmes qui sont pilotes d'avion, ce sont les femmes qui sont dans l'intelligence artificielle, dans la fintech, etc., etc. Et effectivement, pour se lancer, son plus grand obstacle, ce sont les financements. D'abord, elle est auto-entrepreneur, elle n'a pas de garant, elle est toute seule, elle est parfois mère de famille et elle ne sait pas présenter son dossier, elle n'a pas de soutien. Donc, il faudrait mettre en place des banques d'investissement, des fonds d'investissement. Il existe déjà des fonds que je connais d'ailleurs, des fonds d'investissement dédiés à la femme pour financer des projets. Certains fonds sont génériques et d'autres sont thématiques. Vous avez en Éthiopie une banque qui est dirigée que par des femmes et qui est là pour financer les projets des femmes. Cette banque, elle a, je sais pas, je crois qu'elle a bientôt elle est pas loin d'avoir une dizaine d'années. Mais il faudrait généraliser. Et quand ces femmes se lancent dans des métiers qui sont dits peut-être assez inédits, eh ben, vous avez le matériel qui n'est pas adéquat. Parce que quand l'entrepreneuriat, c'est aussi dans la ruralité. Quand la femme, elle est agricultrice ou coopérative, le tracteur ou les outils ne sont pas adaptés à son ergonomie, à sa morphologie. C'est ça, c'est toutes ces transformations qu'il faut impliquer. Par contre, le summum des affaires, c'est la diplomatie. Parce que tout se règle autour d'une table. Donc la femme est une très bonne hospitalière. Elle connaît les arts de l'hospitalité pour bien asseoir et bien engager une négociation d'affaires. Parce qu'elle est manager. Et une femme manager, elle sait mieux diriger qu'un homme. Parce qu'elle a beaucoup plus de souplesse, parce qu'elle a des subtilités qu'un homme n'a pas. C'est très important ce que vous dites et on a bien conscience. Il faut adapter, il faut encourager les femmes, il faut soutenir la gente féminine. Ce qui est difficile déjà un peu partout dans le monde, mais encore plus sur le continent africain. Déjà, l'accès au financement est compliqué, il est encore plus compliqué pour la femme. Mais néanmoins, il existe des organisations internationales, il existe des initiatives nationales pour promouvoir donc l'entrepreneuriat féminin sur le continent africain. Je répète, il semblerait, d'après une étude, que 65% de la richesse du continent viennent des femmes. C'est énorme. Donc, il ne faut pas sous-estimer donc l'importance du rôle de la femme sur le continent africain et eh bien avec des initiatives comme la vôtre, en éduquant, en informant, eh bien on ira encore plus loin. Ça, c'est très important. Cette étude corrobore aussi le taux de pourcentage de la population, puisqu'on dit que la femme représente 52% de la population. Donc, à partir du moment où il n'y a pas un équilibre au niveau entrepreneurial, la balance économique ou macro-mondiale de la planète ne fonctionnera toujours pas. Parce que si elles ne sont pas encadrées, soutenues, supportées, élevées au rang
où elle doit être pour diriger et devenir des grands capitaines d'industrie, et ben là, la planète va toujours souffrir sur le plan économique. Mais vous avez tout de même certaines qui se distinguent. En tant que femmes entrepreneurs, elles sont africaines, elles n'ont jamais quitté le continent et elles font partie aujourd'hui des millionnaires dans les grands magazines spécialisés qui les citent. Exactement, à souligner. On espère qu'il y en aura beaucoup plus dans les années à venir. Parlons maintenant des personnes de l'extérieur, c'est-à-dire la diaspora. La diaspora et l'entrepreneuriat, c'est un autre sujet qui vous parle, qui vous interpelle, qui vous intéresse. Alors déjà, la diaspora et l'entrepreneuriat en France, et ensuite la diaspora et l'entrepreneuriat sur le continent africain. La diaspora en France, est-elle active? Est-elle proactive? Est-elle performante? Où en est-elle? Elle est très dynamique, elle est très entreprenante, mais ça, ce sont je dirais, des chromosomes innés au niveau de la communauté africaine. Maintenant, ce qu'il y a, c'est qu'il y a, à mon sens, un problème de structuration. Parce que il y a d'autres communautés qui sont non africaines qui se sont rassemblées en communauté culturelle et communauté économique. Donc, quand vous vous lancez, si vous vous lancez tout seul, sans soutien, sans socle, sans mentor, ça va être difficile. Ça va être extrêmement difficile. Et après, les gens s'étonnent en disant qu'ils ne comprennent pas comment son voisin d'à côté fait pour survivre. Parce qu'en plus, quand vous lancez une entreprise, c'est comme un bébé et c'est comme un mariage. Les 5 premières années sont les 5 premières années cruciales. Vous dépassez les 5 ans, vous pouvez dire que votre entreprise peut encore prospérer. Mais tout ça, ce sont des concepts, un écosystème qu'il faut mettre en place. C'est aussi cette jeunesse entreprenante qui décide de s'impatrier en Afrique, puisque l'inverse de expatrier et impatrier, s'impatrier en Afrique en laissant tomber son activité ici. Moi, je dis non, parce qu'il faut sauvegarder ta base arrière. Et là, je reviens à le premier thème qu'on a parlé tout à l'heure sur la francophonie économique. Donc, tu gardes ton entité en France ou en Occident, tu bénéficies des possibilités de financement ou de subventions parce que ta domiciliation d'entreprise est encore localisée en France. D'ailleurs, quand vous demandez des fonds, on vous demande où est localisée votre entreprise et vous faites une antenne en Afrique, ce qui fait que ça fait une antenne relais. Vous commencez à démarrer. Si vous avez un petit coup dur, vous avez toujours un ressort, un moyen d'appui. Et il faut. Vous faudrait travailler sur les deux bords, à savoir avoir un pied en Europe, en France, et un pied dans le pays d'origine, en Afrique. On est biculturel. C'est une diaspora qui est africaine et qui est installée en Europe et en France, par exemple. Donc, vous avez 2 continents avec vous, où vous pouvez entreprendre sur les 2. Il y en a un dont vous êtes plus à l'aise et vous pouvez mieux maîtriser. Si vous partez, vous lancez directement en Afrique, est-ce que vous connaissez le climat des affaires? Est-ce qu'il y a une stabilité politique aussi qui peut être changeante? Est-ce que vous connaissez les règles aussi, les règles au niveau du commerce international, au niveau du commerce, pour installer votre société? Il y a de plus en plus de pays qui demandent à ce que ce soit leur ressortissant, ou sinon, si tu crées ton entreprise, il faut prendre un associé qui soit ressortissant du pays. Si tu veux, c'est très bien. Si tu veux acheter le foncier, c'est pareil. Donc, quand vous avez ça et que vous n'avez pas prévu ça au niveau juridique, parce qu'en plus, il faut connaître le cadre juridique, qui n'est pas la souplesse ici où vous allez voir un avocat, vous allez au point d'information juridique gratuitement. Vous n'avez pas ça là-bas. Vous n'êtes pas accoutumé. Vous allez chercher qui? Parce que vous voyez que les avocats, vous ne le connaissez pas. On vous l'a pas recommandé. Et quand vous allez savoir qu'il va falloir payer ça, parce que c'est la même chose. Vous faites des affaires ici, mais c'est le même schéma là-bas. Donc, quand il va falloir prendre un avocat, quand il va falloir prendre un fiscaliste, quand il va falloir se créer une clientèle et se créer des contacts qui peuvent vous soutenir et vous introduire,
bah, c'est du financement. Et surtout quand vous êtes entrepreneur comme ça et que vous vous lancez en Afrique, eh ben, ayez une grande ligne de crédit, une bonne rallonge. Parce que la manière dont vous faites des affaires en Afrique, il faut aller au maquis. Hein? Ça, c'est dans le budget. Si vous ne l'avez pas budgété, vous faites comment? Eh ben, vous pouvez vite tomber dans le rouge. Et puis, certains reviennent comme ça. Donc, ils ont abandonné l'emploi, ils ont abandonné le socle ici. En tant que consultante, en tant que spécialiste, quelles sont vos recommandations pour cette diaspora qui veut entreprendre aussi bien en France que sur leur continent d'origine? Alors, il faut déjà être assuré de son activité ici. Soit elle est déjà lancée, soit elle va être lancée. Et il faut quand même questionner, sonder le pays où on veut s'installer. Et ça n'est pas parce que vous êtes africain de tel pays, je vais prendre l'exemple que vous êtes ghanéen, que vous devez lancer votre activité au Ghana. Vous êtes africain tout court. Il y a un certain nombre de précautions avant de dire j'ouvre ma société et je paye un loyer, un bail. C'est qu'il faut la partie juridique. Il faut verrouiller. Il faut penser à la propriété intellectuelle. Il faut prendre un avocat. Il faut prendre un fiscaliste. Il y a toutes ces précautions avant de lancer son entreprise. Ensuite, vous pouvez y aller à tatillon. Vous n'êtes pas obligé d'exporter tout et directement d'un coup. Allez étape par étape. Et il faut aussi s'accoler de personnes de ressources, des personnes qui connaissent le milieu, qui connaissent le terrain, qui vont vous épauler, qui vont être vos mentors, qui vont vous introduire. Donc, ils vont vous donner une assise et qui vont vous permettre d'être moins inquiété. Là, nous avons parlé de la diaspora qui souhaite entreprendre sur le continent africain. Maintenant, parlons de la diaspora qui veut entreprendre en France. Vous l'avez dit dans un premier temps, à savoir travailler en réseau, travailler ensemble. L'union fait la force. Pour vous, ça, c'est le point le plus important? Oui, c'est le point le plus important parce que de toute manière, vous ne travaillerez jamais seul. Moi, aujourd'hui, j'ai un cabinet de conseil, c'est unipersonnel, mais je ne travaille pas seul. J'ai des partenaires, ma société est basée en France, j'ai des contacts, j'ai des réseaux, j'ai des partenaires. Parce que comment voulez-vous savoir, vous ne pouvez pas être au fait de tout, parce que ces partenaires, parfois, vous introduisent, parce que ces partenaires, parfois, vous passent des marchés, et vous dites, écoute, moi, j'ai ça en portefeuille, je n'ai pas le temps, donc si toi, tu peux te charger de trouver ce qu'il me faut, eh ben, tu prends ton cachet. Donc, en France, comment il faut faire, c'est bien poser le projet, se poser les questions qui, quoi, comment, est-ce et où, et avant de se lancer, de s'assurer qu'on a un certain nombre de paramètres avec soi. Mais que répondez-vous à cette diaspora qui vient vous voir et qui vous dit « Oui, mais pour nous, en France, c'est plus compliqué parce qu'on n'est pas franco-français ». Oui, c'est plus compliqué. Oui, parce que vous avez un certain nombre de faisceaux culturels qui font que c'est compliqué. Pour que ça le soit moins, il faut que, en tant que personne, entrepreneur ou futur entrepreneur, vous ayez déjà un certain niveau. Que vous soyez une personne qui côtoie certaines catégories de communautés corporatistes. Si vous n'avez pas ça, oui, c'est compliqué. C'est ce qui constitue aujourd'hui ce vivier d'entrepreneurs qui ne décolle pas et qui dépose rapidement le bilan ou la cessation d'activité. Ce que vous dites, c'est en France, oui, certes, c'est plus compliqué pour la diaspora africaine d'entreprendre et de réussir, mais ce n'est pas impossible. Il faut juste se préparer, il faut juste mettre en place un certain nombre de paramètres pour pouvoir réussir et avancer correctement. Tout est dans l'art et la manière de comment vous allez être dirigé, épaulé pour parvenir. Mais il faut quand même le faire. Et en plus, c'est un exercice apprenant. Parce que ça va aussi vous forger à devenir l'entrepreneur que vous allez être. Ça va vous forger à gommer un peu votre côté subjectif, à ne devenir qu'un entrepreneur objectif, à ne pas mettre de sentiments et avoir qu'un objectif, c'est le gain.
J'aime beaucoup ce point, vous l'avez dit, hein, eh bien, les obstacles font d'une personne une personne encore plus déterminée, un entrepreneur chevronné et qui finalement n'aura pas froid aux yeux, et ça c'est important. C'est extrêmement important parce que quand vous êtes entrepreneur, vous êtes à la direction, vous êtes à la tête. Donc, vous ne pouvez pas lésiner, vous ne pouvez pas hésiter. Quand vous êtes entrepreneur, vous avez des collaborateurs. Donc, demain, vous pouvez prendre une décision que certains vont trouver arbitraire parce que ça le touche dans son intériorité et dans ses besoins à lui. Mais vous êtes dans une globalisation. Vous êtes dans un collectif. Donc, c'est une décision qui est comme ça, qui est peut-être parfois unilatérale, mais elle n'est peut-être pas irrévocable. Mais c'est des choix à faire à certains moments. C'est comme une saignée. Si ça ne va pas, ben vous en défaites. Et Exactement. Vous ne pouvez pas avoir des sentiments, parce que si vous avez des sentiments, ça vous maintient toujours en retrait. Tout à fait. Voilà. Merci beaucoup à vous, Mireille Moëllet. C'est un plaisir de vous avoir ici sur Africable, la chaîne du continent. Alors, n'hésitez pas à revenir pour nous parler d'autres problématiques. Vous êtes une femme d'action, vous êtes un véritable modèle pour de nombreuses personnes. Alors, rendez-vous très bientôt sur Africable pour d'autres thématiques à aborder. Aïssatou, Africable, je vous remercie de m'avoir invité. J'espère que mes propos auront été utiles et serviront, parce que c'est dans le cadre de la transmission des savoirs et d'être mieux armés pour entreprendre. Merci à tous. Merci beaucoup. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes au terme de cette émission. J'espère que vous avez apprécié. Si vous souhaitez participer, si vous souhaitez donner votre avis, eh bien, n'hésitez pas. Envoyez-nous un message à l'adresse instantdiaspora@gmail.com. Sur ce, restez bien sûr sur Africable. Les programmes continuent.